les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Un bouche à oreille laurentien, histoire de la caravane littéraire lue et relue. Le fantôme bienveillant par Cynthia Lissa Dubé et la population de Lac-Supérieur. Ne laissez pas la vérité vous mettre en travers d'une bonne histoire. Jonathan Swift. Notre paradis sur terre. C'est ainsi que Barbara, la mère de Cassandre, parlait de Lac-Supérieur et, surtout, de leur chalet au bord du lac français, l'un des 70 lacs de la petite municipalité. La tranquillité, leur intimité, l'odeur du bois et tout ce vert forêt dans les montagnes striées de rivières la comblaient de bonheur. Elle aimait faire remarquer à sa fille la présence d'un héron bleu, lui apprenait à reconnaître les différents oiseaux. Et puis, les gens sont si bienveillants, se plaisait-elle à dire. Sauf pour un certain curé. Barbara se moquait gentiment de celui qui avait à cœur d'appliquer le règlement sur la morale et l'ordre public dans les années 1930, qu'il avait semoncé pour s'être promené par les chemins en maillot, sous une chemise d'homme, manches roulées. Il aurait fallu que je porte pour la baignade une jupe qui descend près des genoux et que je me couvre d'une robe de bain ou d'un manteau sur le grand chemin. Elle pétillait quand elle racontait l'anecdote en riant aux amis en visite et à la famille. Cassandre se souvient en particulier d'un après-midi où Barbara et ses amis préparaient le fameux ketchup de grand-mère. Les bocaux rouges et oranges alignés sur la table hypnotisaient Cassandre pendant que sa mère animait la conversation. On le surnommait le curé Oui. Je crois que son vrai nom était William. Un homme sans reproche, intègre, soucieux de justice, mais quand même un peu susceptible, ajoutait-elle avec un clin d'œil. Il ne sortait jamais à la tombée du jour. On disait qu'il craignait le noir. Les enfants se moquaient de ses bras trop courts, de ses petites jambes. Pour se venger, il leur faisait peur, hors de la présence des parents, comme de raison, avec des histoires sur le lac plat qu'il accordait au féminin. Le lac plate déverse de quel côté? S'il est plate, c'est que c'est par en dessous. Jusqu'en enfer. Les enfants s'enfuyaient en criant, et les parents ne pouvaient croire que le curé leur raconte de telles sornettes. Cassandre aimait aussi entendre sa mère parler des bals masqués au château du Bois, quand elle décrivait les parures de tout un chacun. La jeune femme, aujourd'hui âgée de 35 ans, aurait aimé être comme sa mère, enjouée, sociable, bonne vivante. Elle a préféré se construire un chalet dans le bois pour éviter d'avoir à socialiser. Pour elle, la forêt est un refuge, comme elle l'a été pour les jeunes hommes voulant se sauver de la conscription en 1939, qui se cachaient dans les montagnes de Lac-Supérieur alors que la GRC les poursuivait.
un pic mineur martelant le tronc d'un noyer l'attire de ses réminiscences. Cassandre cherche un être qu'elle pourra transformer en cuillère et spatule à vendre au marché. Aventureuse, elle est dans son élément, en pleine nature, où elle puise la matière pour produire des sculptures utilitaires, bien qu'elle préfère sa production artistique. Elle aspire à l'autosuffisance et connaît les plantes et champignons comestibles de sa forêt avec lesquels elle confectionne une succulente recette de soupe à l'oignon et aux champignons. Elle sourit quand elle croise un cerf de Virginie et se tient tranquille pour profiter du spectacle le plus longtemps possible. Elle observe l'animal croquer des bourgeons de sapin baumier comme des bonbons. Mais ses efforts pour ne pas l'apeurer sont vains, car l'hydravion de l'Office de biologie se fait entendre et le cerf détale. L'engin se dirige vers le lac Monroe plus au nord, dans le parc de la Montagne Tremblante, pour ensemencer de truites mouchetées, de truites brunes, grises et arc-en-ciel, le plan d'eau épuisé par la surpêche. Agacés par l'interruption bruyante et par l'idée que les humains aient besoin de réparer le tort qu'ils ont eux-mêmes créé avec leurs abus, Cassandre décide de retourner travailler à son grand projet, une sculpture de Gaïa. Elle veut rendre hommage à l'homme rencontré l'année précédente, avec qui elle partage la volonté de préserver l'environnement et son coin de paradis. La randonnée lui a donné chaud. Elle ramasse sa longue chevelure noire épaisse, vaguée en un chignon lâche, et saisit ses outils pour faire émerger la figure de l'homme qu'elle aime d'un amour noble et fraternel, la plus belle amitié qui soit. L'homme de 60 ans, adepte de l'escalade sur roche, possède un corps athlétique. Elle veut transmettre la force de ses muscles saillants, sa résilience et la bonté des traits de son visage. Il craint les scies mécaniques, la coupe forestière de l'Internationale et des autres géants qu'il surnomme les faucheurs de paysages. Contrairement à Cassandre, il va vers le monde. Il souhaite faire comprendre aux autres l'importance de chacun pour protéger l'environnement. Il donne de l'oxygène et absorbe les énergies négatives. Le côtoyer, c'est devenir soi-même plus serein et positif. Charles-Henri aime bien faire du ski de fond l'hiver, mais ce qu'il préfère, c'est le soccer et le vélo de montagne en été. Il aime s'entraîner et est fier de son corps sculpté, même s'il préférerait être un peu plus grand. Il se sent libre et vivant quand il parcourt les sentiers de randonnée, nombreux et bien entretenus. Et quand il voit les athlètes se surpasser aux Jeux olympiques de Paris en ce mois de juillet 2024, il n'a qu'une envie, aller jouer dehors. Il passe devant le parc riverain, donnant vue sur le mont Éléphant, et se rend au restaurant rustique rejoindre sa mère, Josée, qui terminera bientôt son quart de travail comme serveuse. En pleine discussion avec un client, celle-ci lui raconte en riant qu'à chaque fois qu'un incident survient au restaurant, on dit que c'est la faute du fantôme Richard. C'est une blague entre employés. Ses yeux s'illuminent en voyant son fils entrer. Elle est heureuse d'être venue s'établir ici. Son grand adolescent profite à fond du plein air et il dégage un air de santé qui fait plaisir à voir. « Viens rencontrer Monsieur Dubé. Il est en train d'écrire un livre sur Lac-Supérieur. Il y a plein d'histoires à me conter. Il m'a parlé du cénacle Notre-Dame de la Paix, tu sais, le bel édifice sur le chemin du Lac-Supérieur, qui est pas vraiment une église, mais qui a une chapelle dedans. Les religieuses avaient froid l'hiver. Elles devaient vivre dans une bâtisse mieux isolée dans une autre ville. C'est privé maintenant. Puis, le camp, le petit bonheur au lac Quenouille, c'est un père, un jésuite, hein, vous m'avez dit. Son nom, c'est... Attendez, je vais m'en rappeler.
Marcel de la Sablonnière, oui. C'est lui qui l'a fondé. C'était en hommage à la chanson de Félix Leclerc. Tu sais, tu te rappelles, là, le chanteur que grand-maman aimait tant? Charles-Henri sourit poliment. Il ne sait pas trop s'il doit s'asseoir, poser des questions ou se taire. Alors il se plante à côté de sa mère, les mains dans les poches. Monsieur Dubé explique sa présence. Je viens de rencontrer un citoyen qui me racontait l'époque où tout le monde se retrouvait le soir au magasin général Grenon. Les gens y allaient pour ramasser la malle, prendre une liqueur et s'asseoir sur la galerie pour jaser et se raconter des histoires. Ça manque des places pour se retrouver entre citoyens. Je fais partie de la Société d'histoire La Repousse. Tu sais pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que quand le curé Labelle voulait que les colons viennent dans ce coin de pays, les travailleurs qui ouvraient les chemins trouvaient que le territoire était repoussant et pas propice à la colonisation. Ils ont même appelé une montagne La Repousse. Après une courte pause, il reprend en penchant la tête, faisant un clin d'œil au jeune homme. « On aurait bien besoin de 109. T'as pas envie de te joindre à nous? » José, qui veut tant que son fils s'intègre, ouvre la bouche, considérant que c'est là une idée magnifique. Mais Charles-Henri se contente de rire, un peu gêné. « Je pense pas, non. » Il trouve que sa mère agit bizarrement, comme une petite fille, comme si elle trouvait l'homme de son goût. Passionné par sa mission de passeur d'histoire, M. Dubé poursuit. Mais quand je pense à Lac-Supérieur, la première chose qui me vient en tête, c'est le camp de Lionel Riopelle. Regardant Charles-Henri, tu l'aurais aimé ce camp-là. Il proposait des cours de lutte donnés par des grands athlètes comme le célèbre Henri de Glane, champion de lutte gréco-romaine, Raoul Paoli et Frank Judson, des professionnels de la lutte à l'université Harvard, rien de moins. Riopelle, c'était tout un homme d'affaires. Même en pleine récession, il organisait des tournois de tennis, des régates, des expositions, des tours d'avion. Il y avait de l'équitation aussi. Et puis, il aimait l'opérette. Il a fait venir plein d'artistes. Mais il n'y avait pas que lui qui s'occupait de culture. D'autres aubergistes l'ont fait. On a eu des personnalités connues comme Alice Roby dans les années 40. Robert Charlebois passait ses étés ici. Joseph Rouleau, un ténor faisant une carrière internationale, a habité chez nous. On a aussi eu comme résidente une artiste qui décorait des œufs ukrainiens, Hélène Tudesco-Bruck, et l'auteur Dominique Demers. José ne se peut plus d'être impressionné. Mais le jeune homme part dans la lune et n'entend plus la discussion entre l'homme d'histoire et sa mère. Il aime vivre des aventures, mais il reste avec une impression de malaise depuis le soir où il s'est attardé dans les bois à la noirceur alors qu'il chevauchait son vélo de montagne. Il a buté sur une vieille sculpture d'au moins 7 pieds de hauteur, recouverte de mousse verte et de lierre, et a perdu connaissance. Une fois réveillé, il aurait juré que l'œuvre était illuminée, entourée d'un halo magique et que la mousse scintillait. Il a entendu des grondements, comme un bruit sourd. Il a senti le sol trembler. La statue s'est animée et l'homme s'est présenté comme étant Gaïa. Il lui a raconté des histoires d'un jeune campeur enfui, retrouvé plus tard enterré sous un banc de sable, de jeunes conscrits en fuite dans les montagnes, de faucheurs de paysages. Mais Gaïa l'a rassuré et dit qu'il retrouverait son chemin, qu'il soit sans crainte, qu'il avait un rôle à jouer pour protéger les forêts. Charles-Henri ne se souvient même plus comment il est rentré chez lui, ni où se situe l'imposante sculpture. Il se sent un peu ridicule de demander à l'historien si le fantôme de Richard pourrait être un des conscrits ou le campeur en fuite, voire Gaïa lui-même, et si le sculpteur de Gaïa était une personne connue. Il aimerait bien retrouver la sculpture et en rapporter une photo. Aura-t-il le courage d'y retourner? Il en a très envie. Ouais. Dès demain, c'est ce qu'il fera. Mais en plein jour,
il a eu sa dose d'aventures ésotériques. Ne laissez pas la vérité vous mettre en travers d'une bonne histoire. Jonathan Swift. La citation, telle que formulée, qui se trouve dans le livre Lac supérieur en mots et en images, Our Story in Words and Images, m'a aussi été rapportée par un autre citoyen de la municipalité. Il m'apparaissait donc pertinent et délicieux de l'inclure avec l'histoire créée pour Lac supérieur. Mes recherches initiales m'ont porté à croire que la formule provenait de Mark Twain. Or, selon Garson O'Toole, auteur de Hemingway Didn't Say That, The Truth Behind Familiar Quotations, les paroles seraient plutôt du satiriste irlandais Jonathan Swift, qui a écrit Les Voyages de Gulliver, qui vécut quelques siècles avant le célèbre auteur américain. Mark Twain aurait pour sa part dit, entre autres, « Un mensonge peut traverser la moitié du monde pendant que la vérité est encore en train d'enfiler ses souliers. » L'histoire mentionne du ketchup aux fruits, une soupe à l'oignon et aux champignons. Vous pouvez en trouver la recette et bien d'autres dans le livre Lac supérieur, notre histoire en mots et en images, Our Story in Words and Images. Dans l'histoire, on parle aussi de la montagne tremblante. Voici ce qu'en dit le site de Toponymie Québec. Les Algonquins appellent cette montagne Manitonga Sutana, qui se traduit par montagne du diable ou des esprits. Ces Amérindiens prétendaient qu'ils sortaient de cette élévation des bruits sourds, comme des grondements, et que ceux qui la gravissaient la sentaient osciller sous leurs pieds. Le toponyme a évolué de la forme montagne tremblante à la forme actuelle qu'on relève dès 1936 et qui se confirmera avec la création de la municipalité de Mont-Tremblant en 1940 et la modification du nom du parc de récréation en 1962 en celui de Parc national en 2001. Les chuchoteurs du livre au cœur est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides.